Un tracé ECG montre spécifiquement comment l'onde de dépolarisation circule dans le cœur à chaque battement de cœur. L'activité électrique normale du cœur commence dans le nasino auriculaire où ça est ensuite conduite à travers l'oreillette, créant l'onde P sur ECG. De l'oreillette, l'activité électrique va à l'aune auriculo-ventriculaire, ou AV, après quoi elle passe par le faisceau de HIS, puis les branches droite et gauche du faisceau, et enfin par les fibres de Purkinje, qui délivrent le courant aux ventricules droit et gauche. Sur un ECG, cela créera le complexe QRS, qui représente la dépolarisation des ventricules, et enfin l'onde T, qui représente la repolarisation des ventricules. Pour aider à identifier un rythme irrégulier, vous pouvez examiner la morphologie de la forme d'onde et vous assurer qu'il y a une onde P avant chaque complexe QRS et un complexe QRS après chaque onde P. Jetons maintenant un coup d'œil à la fréquence cardiaque. Le cœur au repos bat à un rythme compris entre 60 et 100 fois par minute, et chacun de ces battements commence par la dépolarisation du nasino auriculaire, et nous l'appelons donc un rythme sinusal normal. Pour vos examens, vous devriez être en mesure de déterminer la fréquence cardiaque sur un ECG. Pour ce faire, vous pouvez compter le nombre de cases entre les ondes R. Chaque petite boîte représente 0,04 secondes, et chaque grande boîte est composée de 5 petites boîtes, de sorte que chaque grande boîte dure 0,2 secondes. Un moyen rapide d'estimer la fréquence cardiaque sur un ECG est de se rappeler que la fréquence cardiaque est de 300, 150, 100, 75, 60, 50 selon qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cases entre les ondes R. Il est également important de savoir qu'il y a normalement un retard dans la conduction au niveau du nœud AV et du faisceau de HIS, ce qui donne un certain temps pour le remplissage ventriculaire avant que le ventricule ne se contracte. Sur l'ECG, cela est représenté par l'intervalle PR, qui doit être inférieur à 5 petites boîtes, soit 200 millisecondes. Maintenant, toute perturbation de la vitesse, du rythme, du site d'origine ou de la conduction de l'activité électrique cardiaque est appelée arythmie. Les arythmies peuvent être complètement asymptomatiques et être détectées accidentellement sur un ECG. Les arythmies peuvent également présenter des palpitations, ce qui est une prise de conscience de son rythme cardiaque. En outre, ils peuvent modifier le débit cardiaque, amenant les individus à présenter des signes d'hypotension et une diminution de la perfusion cérébrale, comme des étourdissements, une altération de l'état mental ou une syncope. Si une arythmie est vraiment rapide, le cœur demande maintenant plus d'oxygène, et si l'apport en oxygène n'est pas satisfait, le myocarde souffre d'ischémie, qui se présente sous forme d'angine de poitrine. Chez les personnes atteintes d'une maladie cardiaque sous-jacente, l'apparition soudaine d'une arythmie peut précipiter une insuffisance cardiaque aiguë. Enfin, certaines arythmies peuvent même provoquer une mort subite d'origine cardiaque. Maintenant, les arythmies peuvent être classées dans celles provenant d'au-dessus des ventricules, donc les arythmies supraventriculaires, et celles provenant des ventricules, donc les arythmies ventriculaires. En général, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que les arythmies supraventriculaires ont un complexe QRS étroit parce qu'il y a une excitation rapide des ventricules, ce qui signifie que l'arythmie provient au-dessus ou à l'intérieur du faisceau de HIS. D'autre part, les arythmies ventriculaires ont un large complexe QRS car il y a une propagation plus lente de la dépolarisation ventriculaire. Le premier type d'arythmie supraventriculaire comprend ceux d'origine sinusale. D'accord, il y a donc d'abord la tachycardie sinusale, qui est une fréquence cardiaque supérieure à 100, avec un rythme régulier et des ondes P normales avant chaque complexe QRS. Il peut être physiologique, comme pendant l'exercice, ou pathologique. La tachycardie sinusale pathologique se produit lorsque le cœur doit compenser une diminution aiguë du volume de l'AVC, comme dans l'insuffisance cardiaque aiguë, l'infarctus aigu du myocarde ou l'embolie pulmonaire. Il peut également résulter de toute activation écrasante du système nerveux sympathique, comme dans l'hyperthyroïdie, ou la consommation de cocaïne et d'amphétamine. Maintenant, le fait est qu'une fréquence cardiaque rapide diminue le temps de remplissage diastolique, ce qui diminue encore le volume de l'AVC. De plus, au fil du temps, les catécholamines sont en fait toxiques pour les myocytes, ce qui entraîne une forme de cardiomyopathie appelée cardiomyopathie induite par la tachycardie. Non très créatif. D'accord, d'autre part du spectre, nous avons une bradycardie sinusale. Gardez à l'esprit que cela peut être complètement physiologique chez les athlètes, qui peuvent avoir une fréquence cardiaque au repos comprise entre 40 et 60, et c'est également normal pendant le sommeil. Les causes pathologiques de la bradycardie sinusale comprennent l'hypothyroïdie, l'anorexie mentale et les infarctus du myocarde de la paroi inférieure.
Une autre cause de bradycardie à haut rendement est le réflexe de Cushing, qui comprend la triade caractéristique de la bradycardie, de l'hypertension et d'un schéma respiratoire irrégulier. Ce réflexe se produit à la suite d'une augmentation de la pression intracrânienne, qui peut se manifester à partir d'une variété de pathologies comme les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux et les tumeurs cérébrales. Pour vos examens, notez que la triade de Cushing peut indiquer une hernie cérébrale imminente, et donc, il s'agit d'une urgence médicale. D'autres causes de bradycardie sinusale comprennent un tas de médicaments comme les bêta-bloquants, les bloqueurs des canaux calciques et les opiacés, auquel cas la solution arrête le médicament si possible. La bradycardie sinusale aiguë peut être traitée avec de l'atropine 4, tandis que les cas chroniques ou graves peuvent nécessiter un stimulateur cardiaque. Une autre arythmie d'origine sinusale est, puis, arythmie sinusale. Cette arythmie peut se produire naturellement pendant l'inspiration et l'expiration. Voyez, pendant l'inspiration, la fréquence cardiaque augmente, et pendant l'expiration, elle diminue. Donc, sur un ECG, le rythme peut sembler irrégulier, mais c'est en fait une variante tout à fait normale. Enfin, l'arrêt des sinus ou le blocage de sortie des sinus se produit lorsque le nœud sinusal ne se déclenche pas. Ce que vous devez savoir, c'est que sur un ECG, il y a simplement une pause à plat. Heureusement, si le nœud sinusal ne peut pas appuyer sur ce bouton de réinitialisation, quelqu'un d'autre comme le nœud AV ou pratiquement toute autre cellule myocardique peut prendre le relais. D'accord, maintenant le deuxième type d'arythmie supraventriculaire sont les arythmies réentrantes. Dans ce type, l'activité électrique est littéralement piégée dans une piste de course électrique circulaire, modifiant la conduction normale. Pour comprendre cela, imaginons un seul myocyte avec deux branches, déclenchant deux voies adjacentes, 1 et 2. Dans des circonstances normales, l'activité électrique commence sur le nœud A, puis se déplace d'un myocyte à l'autre. Maintenant, la vague de dépolarisation devrait passer par 1 et 2 à la même vitesse. Mais disons que la voie 2 a été endommagée lors d'un infarctus du myocarde. Maintenant que la voie 2 est ralentie, la vague de dépolarisation se précipite à travers la voie 1, puis revient en arrière par la voie 2. Cela crée une boucle électrique qui est maintenant indépendante du nœud A, ce qui signifie qu'elle peut à peu près s'exécuter elle-même maintenant. Il existe trois sous-types, incontournables, d'arythmie supraventriculaire réentrante, la tachycardie supraventriculaire paroxystique ou PSVT, le flatteur auriculaire et la fibrillation auriculaire. La tachycardie supraventriculaire paroxystique est généralement causée par un circuit rentrant qui boucle dans le nœud AV, c'est pourquoi il est également appelé tachycardie rentrante nodale AV. La TVPS peut survenir chez les personnes ayant un cœur tout à fait normal et sans antécédent de maladie cardiaque. Un indice à ce sujet peut être la consommation récente de choses comme l'alcool et le café. Sur l'ECG, le PSVT apparaît comme un rythme régulier avec un taux variant entre 150 et 250 battements par minute, et un complexe QRS étroit. La clé est l'absence d'onde P normale, ce qui nous indique que le nœud A n'est plus en contrôle. Maintenant, le circuit rentrant est dans le nœud AV, ce qui signifie qu'il peut aller du nœud AV vers les oreillettes. Comme il va dans la direction opposée, vous pourrez peut-être voir des ondes P rétrogrades. Cependant, parce que le PSVT est super rapide, ces ondes P rétrogrades sont généralement enfouies dans le complexe QRS, de sorte que vous pouvez ou non les voir. Les PSVT sont classiquement traités avec des manœuvres vagales comme le massage carotidien. Lorsque l'artère carotide est massée, le sinus carotidien est stimulé, ce qui stimule le nerf vague à se déclencher. Cela ralentit la conduction à travers le nœud AV, ce qui interrompt le circuit rentrant, ralentissant efficacement la fréquence cardiaque et mettant fin à l'arythmie. Maintenant, si les manœuvres vagales ne fonctionnent pas, la prochaine étape du traitement est l'adénosine, et cela est couramment testé. L'adénosine agit rapidement en environ 15 secondes, provoquant une diminution de la conduction des nudes AV. Gardez à l'esprit que son effet est atténué par la théophyline et la caféine. Une autre chose importante à retenir sont ses effets secondaires, qui comprennent des bouffées vasomotrices, une hypertension, un bronchospasme et des douleurs thoraciques. Ensuite, le flatteur auriculaire est généralement causé par un circuit rentrant qui tourne autour de l'anneau de la valve tricuspide. Sur ECG, cela apparaît généralement comme un rythme régulier avec une fréquence cardiaque auriculaire comprise entre 250 et 350 battements par minute. Maintenant, à cause de cette fréquence cardiaque auriculaire super rapide, le nœud AV ne peut pas gérer toutes ces impulsions qui lui parviennent. Donc, certaines impulsions passent, et d'autres non.
Cela génère ce qu'on appelle un rapport de conduction auriculaire-ventriculaire, qui est généralement de 2:1, ce qui signifie qu'une impulsion passe par les ventricules et la suivante ne le fait pas, et ainsi de suite. Supposons donc que la fréquence cardiaque auriculaire soit de 300, la fréquence cardiaque ventriculaire serait alors de 150. Le rapport de conduction AV peut être de 3h1 minerai voire 4h1. Ok, sur le CG, le cadeau sera des ondes flottantes, qui sont des ondes P qui dégagent un aspect en dents de scie. Maintenant, parce que le circuit rentrant n'est pas dans le nœud AV comme dans PSVT, les manœuvres vagales ne fonctionneront pas ici, simplement parce que le nerf vague n'innerve pas là où l'arythmie a commencé. Au lieu de cela, des médicaments ou une cardioversion électrique sont nécessaires pour garder le flatteur auriculaire sous contrôle, tandis que le traitement définitif peut être effectué avec une ablation par cathéter. D'accord, dans le flatteur auriculaire, il y avait un seul circuit de rentrée à l'origine du problème. D'autre part, dans la fibrillation auriculaire, il existe des centaines de circuits rentrants dispersés autour des oreillettes. Les facteurs de risque les plus courants sont l'hypertension et la maladie coronarienne. Une autre cause intéressante est le syndrome cardiaque de vacances, où la fibrillation auriculaire se produit après une consommation excessive d'alcool. Maintenant, pour vos examens, rappelez-vous qu'ici, la fréquence cardiaque auriculaire est vraiment rapide, dépassant 500 battements par minute, donc sur le CG, aucune onde P n'est vue. Le mauvais nœud AV est sérieusement submergé maintenant, de sorte que nous n'obtenons même pas de rapport de conduction AV. Au lieu de cela, le nœud AV permet aux impulsions de passer de manière aléatoire et imprévisible. Sur le CG, cela apparaît généralement comme un rythme irrégulièrement irrégulier, ce qui signifie que les complexes QRS n'auront aucun motif, avec un taux ventriculaire variant généralement entre 120 et 180 battements par minute. Le nom, fibrillation, implique que les muscles auriculaires tremblent de manière incontrôlable, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contraction auriculaire réelle. Maintenant, la contraction auriculaire ne contribue qu'à environ 10 à 20% du débit cardiaque, mais chez un individu ayant des antécédents de maladie cardiaque, ces 20% pourraient être cruciaux. Un autre fait à haut rendement est que l'absence d'une véritable contraction provoque une stase du flux sanguin dans le compartiment auriculaire, ce qui augmente le risque de formation de caillots, en particulier dans l'appendice auriculaire gauche. Ce caillot peut se déloger et se déplacer dans la circulation systémique, provoquant de multiples pathologies potentiellement mortelles comme les accidents vasculaires cérébro-emboliques, l'ischémie aiguë des membres, l'occlusion de l'artère centrale de la rétine ou l'ischémie mésentérique aiguë. Par conséquent, les individus ont souvent besoin d'un traitement avec des anticoagulants, en plus de traiter l'arythmie elle-même avec des médicaments comme les bêta-bloquants et les bloqueurs des canaux calciques. Enfin, certaines personnes peuvent être traitées par cardioversion. Un troisième type d'arythmie supraventriculaire sont les rythmes ectopiques, dans lesquels l'activité électrique peut provenir d'un endroit autre que le nœud sinusal. Le plus rapide à tirer devient le stimulateur cardiaque du cœur. Si une cellule myocardique devient un peu ambitieuse et commence à tirer plus rapidement que le nœud A, elle peut dépasser le nœud A en tant que stimulateur cardiaque du cœur. Un type d'arythmie supraventriculaire d'origine ectopique est la tachycardie auriculaire multifocale ou MAT, qui résulte généralement de plusieurs foyers ectopiques tirés de l'oreillette. MAT est classiquement associé à une maladie pulmonaire comme l'asthme ou BPCO, alors assurez-vous de le rechercher dans la tige de la question. Sur le CG, cela apparaît également comme un rythme irrégulièrement irrégulier à un rythme d'environ 100 à 200 battements par minute. Cependant, contrairement à la fibrillation auriculaire, les ondes P sont présentes dans MAT. Parce que les ondes P proviennent de plusieurs sites dans l'atrium, leur forme varie souvent, tout comme les intervalles de PR. Afin de diagnostiquer MAT, vous devez identifier au moins 3 morphologies d'ondes P différentes sur ECG. Maintenant, avant de conclure, nous devrions parler des syndromes de préexcitation, qui peuvent finalement conduire à des arythmies supraventriculaires, en particulier PSVT. Dans les syndromes de préexcitation, il existe une voie accessoire qui agit comme un raccourci vers le circuit électrique normal, provoquant l'excitation des ventricules plutôt que d'habitude. Le syndrome de préexcitation le plus important est le syndrome de Wolff-Parkinson White ou WPW. Les personnes atteintes de WPW naissent avec une voie de conduction supplémentaire entre les oreillettes et les ventricules appelée le faisceau de Kent. La cause de WPW est le plus souvent inconnue, alors que quelques cas sont hérités par une mutation autosomique dominante du gène PRCAG2, qui aide à réguler les canaux ioniques spécifiques au tissu cardiaque.
Les trois changements majeurs sur le l'ECG dans WPW sont le raccourcissement de l'intervalle PR, l'élargissement du complexe QRS et la présence d'une onde delta, qui est une pente ascendante de la partie initiale du complexe QRS. L'onde delta indique que le ventricule est activé plus tôt qu'il ne le devrait normalement. Maintenant, la plupart des gens restent asymptomatiques malgré ce modèle de CG classique, tandis qu'un petit nombre peut développer des arythmies qui peuvent se manifester par des palpitations, des vertiges, une syncope et même une mort cardiaque subite. Très bien, en guise de récapitulatif rapide. Une arythmie est toute perturbation de la vitesse, du rythme, du site d'origine ou de la conduction de l'impulsion électrique cardiaque. Les arythmies peuvent être classées en fonction de leur origine en arythmies supraventriculaires, qui ont un complexe QRS étroit, ou en arythmies ventriculaires, qui ont un large complexe QRS. Les arythmies supraventriculaires peuvent être d'origine sinusale. Cela inclut la tachycardie sinusale, qui est une fréquence cardiaque supérieure à 100, avec un rythme régulier et des ondes P normales avant chaque complexe QRS, et l'arythmie sinusale, qui est un phénomène normal qui reflète les changements de fréquence cardiaque pendant l'inspiration et l'expiration. Les arythmies supraventriculaires peuvent également avoir une origine réentrante. Cela inclut le PSVT, un rythme régulier avec un complexe QRS étroit et l'absence d'ondes P normales, flatteur auriculaire, un rythme régulier avec des ondes P qui dégagent un aspect de dents de scie, et la fibrillation auriculaire, un rythme irrégulièrement irrégulier sans ondes P. Enfin, les arythmies supraventriculaires peuvent avoir une origine ectopique comme la tachycardie auriculaire multifocale, qui est un rythme irrégulièrement irrégulier avec les ondes P présentes. Une cause importante d'arythmies supraventriculaires sont les syndromes de préexcitation comme le syndrome de Wolff-Parkinson-White, dans lequel une voie accessoire agit comme un raccourci vers ce qui provoque l'excitation des ventricules plutôt que d'habitude.